Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Je suis tellement heureuse de enregistrer ce nouvel épisode. Je l'attendais mais j'avais pas réalisé que tout allait être en même temps et j'ai été un peu overwhelmed, je vais le dire, pour enregistrer ce podcast parce que on a eu tellement de contenu ces derniers jours et que du contenu que j'aimais, que j'étais pressée de faire, que j'étais pressée de traiter. Mais là, je suis un peu fatiguée. Mais je suis quand même très heureuse. Et j'aimerais vous communiquer ma joie et mon bonheur dans cet épisode. Donc je vais faire au mieux, je vous le promets. En tout cas, le premier sujet sur lequel on va se lancer, les gars, c'est les JO. Et oui, ils ont commencé officiellement vendredi soir. Mais ça fait quand même depuis mercredi que des épreuves de curling, de hockey sur glace ont commencé. Donc, ça fait une petite semaine maintenant que je consomme du contenu JO all day, all night. Mais voilà, je voulais parler de quelques petits trucs qui se sont passés et qui m'ont un petit peu marqué. D'ailleurs, la première chose, je pense que tout le monde en a entendu parler, c'est Lindsey Vonn, l'américaine, qui s'est fait les croisés le 30 janvier pendant une compétition. Rupture. Plus de croisés. No croisés anymore. Et 2 jours après, elle arrive en petite conférence de presse, dire à tout le monde « Mais vous inquiétez pas, j'ai fait de la thérapie les gars, et j'ai skié ce matin, all good. Je me sens en forme. » Qu'est-ce qui s'est passé? Chute lors des Jeux Olympiques. Chute. Donc, a priori, elle a expliqué maintenant que sa chute n'était pas liée à son genou, ou en tout cas à ses ligaments croisés, mais plutôt au fait que elle s'est trompée, genre elle a mal skié, genre, et du coup elle a chuté, et comme elle avait les croisés, ça a entraîné une fracture. Mais quand même, la chute et la vidéo de la chute est tellement violente, et surtout tellement au début de sa descente. Mais du coup, voilà. 2 opérations, elle a quand même été héliportée, la petite dame. Sur ça, moi, mon avis, c'est que je comprends pas déjà de base comment tu peux partir au JO alors que tu t'es fait les croisés. Genre, pour moi, c'est tellement un concept éloigné. Mais en même temps, je comprends. Parce que c'est quand même, finalement, la représentation de la mentalité de sportif, quoi. Être prêt à blesser son corps juste pour un one-shot. Sachant que, bon, Lindsey Vonn, quand même, c'est quelqu'un, elle a déjà été championne olympique, je crois qu'elle a eu aussi une autre médaille de bronze, donc voilà, elle a 41 ans, et je pense que dans sa tête, elle s'est dit, de toute manière, j'y vais et je me blesse, j'y vais et j'aggrave, mais c'est pas grave, parce que dans tous les cas, c'est mes derniers Jeux Olympiques, donc après que j'ai 2 genoux ou aucun genou, je m'en fous, parce que je vais plus skier. Donc je pense que c'est avec cette démarche qu'elle est partie. Et en vrai, je peux comprendre. Mais quand même, c'est fou. C'est fou. C'est crazy. Deuxième chose que j'ai vue, c'est les États-Unis. Encore une fois, ceux-là, vraiment, ils ne nous lâchent pas. Les États-Unis qui sont champions olympiques par équipe de patinage artistique, et il faut absolument que j'en parle puisque ils ont été devant, je crois, pendant les 2 premières épreuves qui étaient les épreuves en paire, donc la danse artistique, enfin la danse sur glace, et le duo patinage artistique en paire. Ils étaient devant. Ensuite, malheureusement, celle qui fait un solo, on va pas dire qu'elle craque, mais juste elle est un peu moins forte, et le Japon passe devant. Donc là, tout repose
sur les grosses épaules du petit Malinin. Malinin. Donc j'ai envie de vous parler de lui. Mais j'en ai déjà parlé la semaine dernière, je sais, mais ce gars, il est unbelievable. Comment ça se fait qu'il a 21 ans et qu'il ne rate rien? Unbelievable. Mais tout d'un coup, frappé par la foudre, il entre sur la glace afin de conquérir le titre olympique et doubler les Japonais, quand soudainement, il fait plein d'erreurs. Il manque de chuter. Quelque chose qui ne lui ressemble pas du tout. Mais pas du tout. On parle de Ilia Malinin. Quad God, comme on l'appelle. Donc, là, le stress est plus que palpable. Mais finalement, il réussit à passer devant le Japon. Son programme était bancal, mais il a quand même réussi. Moi maintenant, ce à quoi j'ai peur, mais en même temps je vais avoir la réponse vraiment juste après avoir fini d'enregistrer ce podcast, puisque juste après il y a les épreuves du programme court du patinage artistique des garçons. Mais ce à quoi j'ai peur, c'est qu'il est vraiment cédé à la pression. Que mentalement, il s'est mis une pression de fou furieux, qu'il stresse, et que c'est absolument impossible pour lui d'être au niveau auquel il nous a habitués. Et si c'est ça, moi je suis pétrifiée. Et à côté de ça, en plus, le japonais, il avait pas fait une presta dégueulasse, mais je trouve qu'elle était carrément bien. Donc, est-ce que ce japonais qui s'appelle Sato, est-ce que Sato, qui est aussi un gros espoir pour les hommes, va pas réussir à doubler Malinin ses épreuves individuelles, sachant qu'on a aussi nous, notre bébécitos Adam. Franchement, c'est plus que tendu, alors que je pensais que c'était complètement joué. Complètement joué. Et pas du tout. Waouh. Je ne sais que dire. Troisième chose sur ces Jeux Olympiques, c'est quand même le marquage de l'histoire par Erin Jackson, encore une américaine, qui a été la première médaillée d'or. Enfin, la première femme noire médaillée d'or. Voilà, c'est mieux dans ce sens-là. Ma phrase n'avait aucun sens. C'est une patineuse de vitesse. Et je suis plus que ravie de voir ça. C'est vrai, finalement, il faut de la diversité. Et à la fois, il y a le fait que, bien sûr, les populations noires sont moins souvent dans des endroits géographiques propices à exercer de la neige, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont dues au milieu social. Puisque, finalement, les JO d'hiver restent quand même une représentation de sport qui coûte une blinde. Donc, voilà. Je suis très heureuse de voir cette petite avancée sociale se faire. Sinon, au niveau peut-être français, enfin, je sais pas, mais je pense que c'est bien quand même de parler un petit peu des Frenchy girlies and boys. Première chose, 3 médailles. Biathlon mixte, 6 km. Les bébés, vous êtes géniaux. Je vous aime, cœur sur vous. 20 km hommes au biathlon. En seul, genre, en contre-la-montre. Alors ça, il faut que j'en parle. Hein. Parce qu'en fait, moi, je pensais, personnellement, qu'on allait avoir une redite de l'année dernière. Et que le français le plus favori était quand même QFM, Quentin Fillon-Maillet. Et c'est pas vrai. Vlatipa, que c'est pas lui qui décroche une médaille, mais plutôt Perrault. Écoutez, moi, je suis plus que ravie, puisque ça permet de visualiser une diversité française. Bien sûr, je suis un peu triste, puisque QFM est 8e, donc c'est quand même pas top. Mais voilà, ça me donne quand même beaucoup d'espoir pour la France de 2030, qui accueille finalement les Jeux Olympiques. Donc, force à vous. Et enfin, cette 3e médaille sur le skiathlon, 10 km plus 10 km. Alors ça m'a fait poser des questions. Pourquoi ils disent pas 20 km et ils disent 10 km plus 10 km?
Tout simplement, puisque le skiathlon, qui est finalement une discipline de ski de fond, est divisé en deux, avec une première partie qui consiste à faire du ski de fond traditionnel, donc c'est-à-dire, vous voyez, dans les rails, et quand il y a des montées ou des descentes, c'est hors rail, mais avec une technique classique traditionnelle, et au bout de 10 km, switchage de ski, et là, c'est de la glisse. Fiou, 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 fiou. Une autre technique, complètement une autre technique. J'ai été impressionnée d'apprendre cette connaissance. J'adore en savoir plus sur les disciplines. Et surtout, j'adore quand cette discipline nous permet de gagner une médaille d'argent. Donc, merci d'éloge. Yes. Sinon, côté autres résultats, côté promesses, comme je vous l'ai dit, en patinage artistique, nous avons notamment notre petit Abdam qui va faire quelque chose ce soir, je l'espère, mais nous avons aussi notre fameuse paire de danse sur glace, Cizeron, et bien sûr pas Papadakis, c'est Cizeron et... Je crois qu'elle s'appelle Sandrine, mais malheureusement j'ai plus son prénom, donc on va dire Guillaume et Sandrine, qui sont premiers actuellement après avoir passé l'épreuve du programme programme court. Et demain soir, donc ce soir, à l'heure où vous écoutez ce podcast, si vous l'écoutez le mercredi, puisque vous avez votre cloche de notification qui est enclenchée, ce soir c'est du coup la dernière épreuve avec l'épreuve freestyle. Donc, écoutez, j'espère que ça va passer pour mon petit français. Moi personnellement, je les aime bien. Après, ils sont un peu cancel, donc je suis quand même pour la France. Mais voilà, moi de base, mon coup de cœur, c'est la paire américaine, Chock et Bates. Je les aime, je les trouve splendides. Autant sur la glace que physiquement, ils sont trop beaux, ils sont trop mignons ensemble, ils sont mariés. Donc voilà, et il se trouve que c'est leur plus grand concurrent vu qu'ils sont deuxième. Et surtout, c'est les champions du monde en titre. Voilà. Par contre, une petite mauvaise nouvelle, c'est que côté hockey, l'équipe féminine française qui a fait sa première apparition aux Jeux Olympiques, bravo to vous, a marqué également son premier but olympique. Malheureusement, elle n'a pas permis de créer la surprise en ayant une première victoire olympique puisqu'elle a perdu tous ses matchs de poule. Donc malheureusement, c'est fini pour la France. Mais écoutez, je trouve que c'est déjà une bonne avancée puisque quand même le hockey sur glace et notamment féminin, c'est quand même une discipline qui est très fermée en termes de pays. Donc, props to them. C'est que bon augure, sachant que notre gardienne, elle est quand même pas mal. Elle est quand même on point. En fait, c'est un peu chiant parce que des fois, quand je fais des pauses, je fais des gestes et je capte ensuite que vous ne voyez pas. Voilà. C'est peut-être tout ce que j'ai à dire sur les JO finalement. Mais je trouve que c'est déjà pas mal. Regardez, j'ai déjà quand même parlé pendant 13 minutes juste pour parler des JO. Mais je vous jure que j'essaye de me restreindre et pas de tout parler. Après, la difficulté, c'est que je travaille, j'ai un job en fait. Du coup, c'est vrai que je peux suivre, mais bon, pas entièrement. Voilà. Et puis, bah bien sûr, qu'est-ce que je peux vous dire de plus que le week-end a également été marqué par l'un des plus grands événements sportifs planétaires, même si ce n'est pas le plus grand. Les Américains a été de penser que vous êtes le centre du monde. Mais on a quand même eu le Super Bowl dimanche soir. Alors, moi, je suis arrivée à la mi-temps. Puisque l'année dernière, j'avais mis mon réveil pour le début du match. Et j'ai trouvé que c'était une erreur puisque je n'arrive pas à tenir toute la durée du match vu que un match de football américain dure 14h30. C'est faux, bien sûr, mais il dure bien 4 heures. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon réveil pour une estimation de la mi-temps, comme ça j'ai regardé le show de la mi-temps et ensuite j'ai regardé la fin avec la victoire. Donc ça c'était beaucoup plus cool et honnêtement je ne regrette absolument pas ce choix puisque à la mi-temps quand je suis arrivée il y avait 9-0 pour Seattle qui avait marqué uniquement des yard field
Du coup, ça prouve que c'était un peu chiant parce que quand même en deux mi-temps, enfin en deux quarts-temps, vous arrivez que à me faire ça. Bon, voilà. Et puis là, quand j'ai repris du coup le reste du match, franchement, il y a eu encore un autre yard field par Seattle. Et puis je pense que tout s'est accéléré au début du dernier quart-temps, où là on a eu une tentative de touchdown par Seattle, mais qui a été bien taclé par New England Patriots. Et ensuite ça a enclenché une déferlante de touchdown de partout. Donc on s'est retrouvé avec un grand 29-13, enfin 13-29 parce que du coup voilà. Donc victoire des Seattle Seahawks. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est quoi? C'est comme moi, en regardant ce match, j'ai identifié mon préféré. C'était Walker, qui est l'un des joueurs de Seattle Seahawks. Il était le GOAT du match. Il a marqué un touchdown. Il a provoqué tellement d'actions. Frère, j'ai jamais vu ça. Bon, tu me diras, c'est que le deuxième match de football américain que je regarde, donc voilà quoi. Mais franchement, bon jeu. Maintenant, j'ai quand même deux autres stars à féliciter. Ici, on est pour la représentation. Une représentation particulièrement qui me touche, qui me va droit au cœur. Lors de ce Super Bowl, nous avions non pas un, mais deux diabétiques de type 1. Et savez-vous pas qu'ils n'étaient pas dans la même équipe? Donc ils se sont affrontés. C'était un clash de diabesties. Anyway. Du coup, on avait Logan Brown, qui est côté Seattle Seahawks. Et lui, il a été diagnostiqué à l'âge de 12 ans. Et de l'autre côté, nous avions Chad Muma, qui était, du coup, des New England Patriots. Et lui, il a été diagnostiqué à 13 ans. Et moi, j'adore savoir ce genre de choses parce que j'adore apprendre qu'il y a des athlètes qui sont diabétiques de type 1. Ça me permet de arrêter de stresser quand je veux faire du sport ou quoi qu'est-ce autre activité qui implique que mon corps bouge pendant une certaine durée. Donc, j'ai été ravie de voir ça. J'espère qu'ils sont tellement fiers d'eux. En tout cas, moi, je le suis. Et c'est tout ce qui compte. Et Nick Jonas aussi, notre God à tous, est fier de vous. Voilà. Maintenant, parlons franchement et fraîchement du vrai sujet du Super Bowl. Mais d'abord, petite pause. Jingle, parce que je commence à avoir un petit peu mal à la gorge. Bon, eh bien, le gros sujet de ce week-end, c'est bien sûr le show de la mi-temps. Le halftime show. Yes, indeed. Bad Bunny Benito. Que dire de toi? Que dire? La première chose que j'ai envie de dire, c'est waouh. Tu m'impressionnes. Je pense que je suis amoureuse de toi. Je rigole bien sûr. Vous inquiétez pas. C'est pas vrai, elle arrive. Bon, excusez-moi pour cette déferlante de cris. Salomé vient de rentrer dans la pièce. Donc, je vais enregistrer pour la première fois ce podcast avec quelqu'un à côté de moi. Très stressant. Bref, de quoi je parlais? Bad Bunny. Performance absolument incroyable. Globalement, impressionnante. C'est tout ce que j'ai à dire. Il a fait tous ses hits. Titi me pregunto. Vous excuserez pendant tout cet épisode mon accent espagnol absolument effroyable. Il a fait Hawaii. Et je vais raccourcir un petit peu les noms des titres parce que non seulement mon accent est effroyable, mais en plus je pense que je serais incapable de dire tout ça en entier. Donc il a fait Hawaii, il a fait Café, il a fait beaucoup de choses que j'aime et qui ont touché mon cœur. Surtout et notamment quand je l'ai regardé à 2h30 du matin. Oui. Bref. Ça, c'est ce que j'ai à dire sur la musique. Les danseurs, j'ai adoré. Absolument. Oui.
Bah oui. Également, petite attention sur notamment le décor avec ces personnes qui étaient déguisées en arbres. Et je pense à tous les gens qui ont fait du théâtre quand ils étaient enfants et qui ont dû faire un arbre. Genre, on leur a dit, ouais, aujourd'hui, pour cette leçon, vous allez être un arbre. Et ben, toutes ces personnes-là, elles étaient au Super Bowl pour faire des arbres. Mais pour faire des arbres de Bad Bunny. Donc, c'est stylé. Également, shout out aux gens qui ont géré les costumes. Parce que les tenues, elles étaient tellement stylées. Genre là, je me suis dit, c'est tellement, genre, latino, latina. C'était vraiment dans le thème. Et vas-y, ils étaient tous beaux de façon, de toute manière, ça m'a... Vas-y. Ça, c'est mon impression générale. Maintenant, peut-être on peut venir un peu plus en détail sur le déroulement de cette magnifique performance. La première chose, c'est que Bad Bunny a ouvert en se présentant. Mais il n'a pas dit « Hola, me llamo Bad Bunny ». Non. Il a dit qu'il s'appelait Benito Antonio Martinez Ocasio. Et il a dit qu'il ne serait jamais arrivé là s'il n'avait pas cru en lui-même. Ça, c'est quelque chose à retenir. Également, il avait sur sa tenue un petit maillot en mode football, mais revisité, vous voyez, pour que ça soit un petit peu esthétique, pour que ça soit un peu chicos. Sur ce maillot, c'était pas marqué Bad Bunny. Non, c'était marqué Ocasio, encore une fois. Donc là, on entre dans quelque chose où on se dit, ok, on n'est pas face à un artiste, on est face à quelqu'un. Vous voyez? On est face à quelqu'un qui veut se présenter en tant que personne, en tant que citoyen de la Terre, en tant qu'homme du monde. Bref, la performance se déroule. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? C'est pas vrai. Grâce à ma culture phénoménale, je découvre qu'il y a sur ce set Cardi B, Karol G, Pedro Pascal, Jessica Alba, Alix Earle. Et ça, c'est seulement les gens que j'ai reconnus comme ça. Mais j'imagine que moi, j'ai pas suffisamment de culture latino pour tous les citer, mais il devait y en avoir vraiment beaucoup plus. Incroyable de ramener tout ce monde, mais incroyable. Notamment Pedro Pascal. Petite prière ensemble pour Pedro Pascal. Je t'aime. Oula, cringe. Je répéterai plus ça. Et puis ça se déroule. Et moi qui pensais qu'il avait foutu juste toutes les célébrités en un seul endroit, comme ça on n'en parle plus. Pas du tout, que nini. Puisque Vlatipa, que Miss Gaga débarque. Et moi j'étais agréablement surprise, puisqu'elle a quand même chanté Die With A Smile. Et moi je me serais dit qu'elle aurait chanté genre une chanson latino. Et non, elle a fait Die With A Smile avec une version un peu salsa. Et c'est très intéressant ce choix de personne, puisque Lady Gaga, déjà, c'est l'une des idoles de Bad Bunny, qui l'a souvent répété dans les médias, qui l'adorait. C'est également une personne qui représente beaucoup de choses. Et particulièrement, une star qui est très engagée politiquement et qui prône le be your fucking self. No matter what you fucking change, I'm on the right. J'ai plus l'ordre des paroles, mais vous savez que elle dit vas-y, transgender vibe, get straight or bye. Et j'ai pu, mais mon cerveau il est détruit. Anyway, Lady Gaga n'est pas un choix anodin. Ce n'est pas un choix anodin. Mais on reviendra sur ce sujet un petit peu plus tard. Également, Lady Gaga chante lors d'une scène de mariage. Ce qui est, spoiler alert, mais vous avez dû le voir, un vrai mariage. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Tout simplement, ces deux amoureux ont envoyé un petit message à l'équipe de Bad Bunny. On dit, je veux me marier. Peux-tu venir à mon mariage? Il a dit, oui, mais au lieu que je vienne simplement à votre mariage, pourquoi vous ne viendrez pas au show de la mi-temps et vous marier lors du Super Bowl? Ils ont accepté, c'est fou. Ils ont accepté. Courageux, audacieux,
splendide, merveilleux, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, on continue avec d'autres musiques qui m'ambiancent et qui me font un peu bouger les épaules dans mon lit. Puisque je rappelle qu'il est toujours 2h30 du mat. Et là, que fut pas ma surprise de voir Ricky Martin, professeur d'espagnol au lycée McKinley, chanter Lo que pasó a Hawaii. Sachez que Lo que pasó a Hawaii, c'est l'une de mes chansons préférées de Bad Bunny. Ricky Martin, je suis absolument fan de lui depuis qu'il a joué dans Glee. La Isla Bonita. Et pour ceux qui n'ont pas eu la ref, du coup, tout à l'heure, quand j'ai dit prof d'espagnol au lycée McKinley, c'est que c'était son rôle dans Glee. Il était prof d'espagnol au lycée McKinley. Donc, j'ai adoré ce move, Ricky Martin qui chante cette version de Lo que pasó a Hawaii, et surtout, elle était tellement douce, tellement, vous voyez, un peu nostalgique finalement. C'est ce que j'ai ressenti, un peu de mélancolie, un peu d'espoir. De l'espoir, c'est ça que j'ai ressenti. Il y a eu plein d'autres références ensuite à la culture latino, à la culture d'Amérique latine, comme la recréation de Bodega, comme les chants les chants d'arbres. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que la fin, ils sont partis sur Café con Ron. Et moi, j'adore cette musique. Voilà. Mais surtout, c'était la fiesta avec tous les drapeaux américains, mais genre du continent américain. Et là, Bad Bunny, il a pris son mic et il les a cités du sud jusqu'au nord. Et il y est allé et il les a tous faits. Et vous savez ce qu'il a pas cité? Le fucking Groenland. Vous savez pourquoi? Puisque ça ne fait pas partie des États-Unis. Ça fait partie de l'Europe indirectement puisque ça fait partie du Danemark. Voilà. To the point. J'essaie d'introduire des petits éléments politiques, mais ne vous inquiétez pas, je vais reprendre ça dans quelques instants. Je veux juste finir par le fait que, en réalité, il est aussi sorti sur DTMF. Et il a dit God bless America. Fin du déroulé. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il a fait passer beaucoup de messages. Il a dit beaucoup de choses. La première chose, c'est que il voulait représenter sa culture. Ça, il l'a fait déjà en disant que lui, maintenant, il va pas s'adresser à nous en tant qu'artiste mondial, il va s'adresser à nous comme le jeune Puertoricain qu'il est. En disant son prénom. Il l'a fait aussi avec son décor, qui était dans un champ de travailleurs. Il l'a fait avec les fameux poteaux électriques qui ont été une forme, enfin qui avaient une grande place dans la prise de Puerto Rico par les États-Unis. Il l'a fait aussi avec le mariage où il y avait vraiment c'était typiquement un mariage latino avec l'enfant qui est en train de dormir sur les chaises. Sachez que ça, j'ai vu tellement de gens être en mode oh my god, il a tellement représenté la culture latino avec un enfant qui dort sur les chaises. Ça, je pense que c'est une culture universelle. En tout cas, c'est une culture de campagnard puisqu'il n'y a pas une seule personne que je connaisse qui vient de chez moi qui n'a pas dormi une fois sur des chaises en soirée. Enfin, quand t'étais enfant, quoi. Donc voilà. Et surtout, ce qu'il a mis beaucoup en avant, c'est que tous les passages où il parlait et il ne chantait pas, c'était en anglais. En espagnol, pardon. Donc, il s'adressait vraiment à nous en espagnol. Grosse représentation de sa culture. Tout n'était pas en espagnol, puisque certaines de ses musiques ont des paroles anglaises. Donc pas dans DTMF, mais dans ses albums précédents. Et aussi, Lady Gaga a chanté Die With A Smile. Donc, voilà. Mais tous ces éléments, et encore plein d'autres, comme je l'ai dit, il y avait aussi du coup les costumes, le décor, tout nous a emmenés à Porto Rico et de manière plus générale en Amérique latine. Maintenant, la deuxième chose qu'il a fait dans cette prestation, c'est critiquer.
Il a fait beaucoup de critiques de plusieurs choses, et notamment de deux. La première, c'est une critique de la tradition américaine qui consiste à inviter des artistes latino-américains à chanter au mariage, comme il s'agissait de simples animateurs de mariage. Et ça, il l'a fait, bien sûr, avec la présence de Lady Gaga. Ce n'est pas du tout anodin que la seule personne non latino qui était dans cette performance ait chanté. C'était déjà pour ce qu'elle représente, mais aussi pour représenter autre chose. C'était un inversement des rôles pour dénoncer ce phénomène et cette forme de de cliché et de c'est pas de la discrimination, mais cette forme de je sais pas comment expliquer, mais juste de clichés en fait, de choses qu'on intègre dans notre pensée sur les chanteurs latino-américains. Voilà. La deuxième chose, c'est bien sûr que par la deuxième chose qu'il voulait dire, c'est que par la représentation culturelle, ce qu'il a impliqué, c'est aussi la revendication de la culture latino qui est en voie de disparition actuellement aux États-Unis par tout ce qui se passe, notamment avec l'ICE. Mais vous êtes tous au courant de ce qu'il se passe, donc peut-être pas besoin de rappeler le sujet. Et ça, il l'a fait donc par la représentation de sa culture, par la mise en scène, par le fait qu'il parle espagnol, mais aussi un petit message qui est passé, qui n'était pas nécessairement quelque chose qu'il a souhaité, je pense. Mais il y a eu un jeune acteur, il y a eu un passage dans sa performance où il y avait un petit enfant avec des grands-parents qui regardaient Bad Bunny recevoir son Grammy la semaine dernière, enfin il y a 10 jours. Et du coup, ce passage de base, c'était pour représenter Bad Bunny, qui reçoit, qui voit sa représentation. Et c'était pour dire de ne jamais arrêter de croire en ses rêves, que ça soit dur ou non. C'est déjà un message très fort, mais en plus, il a également été interprété d'une autre manière, puisque certaines personnes ont pensé que c'était Liam Conero Ramos, qui est un enfant qui a été détenu avec son père par l'ICE au mois de janvier, fin janvier. Donc, du coup, ce message, il est passé non volontairement, mais ça a encore un peu endurci ce message de critique des États-Unis. Et puis la troisième chose qu'il a dit, c'est aussi que il acceptait de être la représentation de ce combat. En tout cas, c'est ce que je comprends par cette scène. Il montre que, il dit à ce petit enfant, believe in yourself, même chose que ce qu'il a dit en commençant sa performance, en s'introduisant. Et pour moi, ce que ça veut dire, c'est aussi que on démarre pas avec les mêmes cartes, et qu'il accepte de s'illustrer comme la représentation de ce combat et de tout ce peuple et toute cette communauté qui est actuellement opprimée. Donc c'était un message qui a été très fort. Moi, je l'ai ressenti sur le fait qu'il a accepté ce rôle. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire d'accepter ce rôle ? S'il l'accepte vraiment, il se retrouve quand même dans une situation où, aux Grammys et pendant sa performance du Super Bowl, Bad Bunny portait un gilet pare-balles. Voilà. Puisqu'il est vraiment détesté. Donc c'est une performance qui marque quand même beaucoup politiquement, et de toute façon elle était attendue pour ça, donc je ne suis pas choquée. Ce qui est important de remarquer, c'est que effectivement c'était très important d'un point de vue politique, puisque sa présence a été critiquée, pourquoi elle a été critiquée? Tout simplement parce qu'il a été très ouvert et honnête à propos de ce combat contre le racisme contre les latinos, et notamment aussi surtout contre les politiques d'immigration qui sont nouvelles aux États-Unis.
Il aurait pu se présenter en tant que... Enfin, en prononçant une certaine guerre. Ou en tout cas en étant insolent dans ses propos. Et c'est pas du tout ce qu'il a fait. Au contraire, Kendrick Lamar, c'est un peu ce qu'il avait fait l'année dernière, où lui... Hey minor lui, il y va franco. Et là, il y avait beaucoup plus de subtilité. Et ce qu'il faut retenir, c'est aussi que ce qu'il a chanté, c'était l'amour, la famille. C'était aussi la peur d'être séparé de ses proches. En fait, il a pas du tout critiqué quelque chose frontalement. Il a plutôt exposé les conséquences de certains actes en exprimant sa peine, mais en même temps en exprimant le fait que ça va parce que il est entouré, quoi. Et que as long as we stick together. Et c'est un super message d'amour. Et il finit du coup avec une super phrase qui reprend tout cela, qui est The only thing more powerful than hate is love. Ça fait écho à ce message d'amour et ça rend aussi hommage à chacune des cultures qui sont représentées par les drapeaux qui sont levés à la fin quand il prononce cette phrase. Et ça critique aussi le gouvernement et la haine qui est diffusée actuellement. Et bien sûr, peut-être la seule phrase un petit peu passive-agressive qu'il a dit, c'est God bless America. Juste au moment où tous les drapeaux sont levés. Au moment où il cite la définition de America, c'est-à-dire tous les pays d'Amérique. J'ai trouvé ça très très intelligent de sa part. Bien sûr, les réactions face à cette performance étaient mitigées. C'est quand même la mi-temps la plus regardée avec 135,4 millions de téléspectateurs, ou en tout cas de spectateurs. La réaction de Trump a été de dire que c'est une gifle à la face des USA. Oui, bon, bref, ta gueule. Et puis, si, j'aimerais quand même dire que sa performance a été critiquée, bien sûr, par une partie de la société américaine, mais aussi par certains footballeurs américains et certaines franchises de football américain. Et ce qui a été intéressant de remarquer, c'est que, a priori, en tout cas hier, quand j'ai fait les recherches, les Seattle Seahawks ont fait un tweet pour féliciter Bad Bunny et pour juste parler de la mi-temps et à quel point c'était un show de fou. Par contre, les New England Patriots, pas du tout. Donc ça montre aussi un petit peu la confrontation. Mais ce qui est beau, c'est que ceux qui ont gagné le match, c'est les Seattle Seahawks. Donc si ça peut nous apporter un petit message d'espoir et soyons un petit peu... j'allais dire suspicieux, mais c'est pas du tout ça. Vous savez, quand on croit aux choses... Oh non, j'ai perdu le mot. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. D'un auteur américain qui dit « Art should comfort the disturbed and disturb the comfortable », qui veut dire que l'art devrait conforter les perturbés. C'est marrant. Réconforter les perturbés et perturber les bien-pensants. C'est pas du tout ça la traduction. Mais en tout cas, perturber les gens qui sont à l'aise. Et je trouve que c'est très beau parce que c'est exactement ça qu'il a essayé de faire. Et pour moi, c'était réussi. Donc, en termes de performance, je pense que c'est l'une de mes préférées. En termes de message, je pense que c'est aussi l'une des plus importantes. Voilà. Et enfin, peut-être, on va finir sur une quick pensée, une quick info pop de la semaine. Cette semaine, Taylor Swift a sorti un clip. Certains disent que c'est pour faire de l'ombre au Super Bowl. Moi, je pense qu'elle n'est pas si delusional et qu'elle voulait juste sortir son clip pour la Saint-Valentin. Mais du coup, elle a sorti un clip pour
The Fate of Ophelia. Et non, pour Opalite, pardon, pour Opalite. Et c'est très marrant, puisque dedans, ça fait référence à son passage dans le Late Night Show de Graham Norton, qui est un late night show britannique, anglais. Et en fait, ça a commencé par une vanne Domhnall Gleeson, qui est un comédien irlandais. Et il l'a vanné en disant qu'il voudrait être dans un de ses clips. Et il a dit ça. Et elle a fait... Une semaine plus tard, elle a envoyé un script. Et elle s'est dit que ce serait trop marrant que, en plus qu'il soit dans le clip, il y a aussi tous les autres invités random qu'il y avait dans ce Late Night Show. Du coup, dans ce clip, il y a Cillian Murphy, qui est l'acteur de Peaky Blinders, bien sûr, Greta Lee, qui est une actrice et qui a fait notamment Past Lives, Jodie Smith, qui est une actrice, mais je connais pas très bien ce qu'elle a fait, et Lewis Capaldi, qui est bien sûr un chanteur écossais. Donc, l'idée de fou furieux, moi j'adore, je trouve ça hilarant de se dire, vas-y, on fait ça avec genre notre petit groupe quoi. Ça fait très projet de classe. Donc ça c'est la super nouvelle. Et puis la deuxième nouvelle, c'est que Zayn Malik, former One Directioner, a annoncé son prochain album qui s'appelle Konako et qui sortira le 17 avril. Donc beaucoup d'albums de la part des One Direction en cette année 2026. On attend l'annonce de Niall Horan. Il a également annoncé une tournée. Bon, elle m'a l'air d'être pas trop mondiale puisque il y a pas l'Europe, il y a que le UK et ensuite il y a les États-Unis et je crois l'Amérique latine aussi. Et ce qui est très marrant, c'est que Zayn sera en concert le 24 juillet, tout comme Harry Styles et Louis Tomlinson. Donc pourquoi vous ferez pas juste un concert ensemble au même endroit? Just a thought, just a thought. Et surtout, c'est le 24 juillet, un jour après, le lendemain de leur anniversaire des One Direction. Donc voilà. Et finalement, c'est tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, puisque je commence à avoir très mal à la gorge et j'ai vraiment envie de regarder les Jeux Olympiques. Donc je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, réagir au podcast. J'adore quand vous faites ça. Donc voilà, je vous fais des bisous et à la semaine prochaine.